Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Deuxième Main. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je suis avec Karine, coach dressing seconde main. Et Karine, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton métier et de comment t'es arrivée dans la seconde main. Ce dont on parlait avec Karine, c'est que je trouve qu'elle a une façon de raconter son métier où ça se voit qu'elle t'est habitée par ton métier. Ça, c'est gentil. Et que c'est quelque chose qui on va dire, te transporte, en fait. Et que je trouve ça rare, même s'il y a des gens qui aiment leur métier, toi, t'es convaincu, et c'est même pas que t'essayes de le vendre, c'est que malgré toi, j'ai envie de dire, tu le vends autour de toi. Et donc, j'aimerais qu'on parle de comment t'en es arrivé là, et du moment où t'as commencé à t'intéresser à la seconde main, en fait. Bon, alors déjà, merci pour ces compliments. En fait, je suis tombée dedans, voilà. Là, aujourd'hui, je vais avoir 55 ans. Et vers 16-17 ans, en fait, ma mère m'a amenée dans les brocantes. Donc, on est dans le 78. Et si tu veux, c'est des régions qui sont assez bourgeoises, riches, ouais, où on trouve des choses super intéressantes. Et je me suis rendu compte que je trouvais des pièces, des vêtements de marque, de très bonne qualité, à des prix défiant toute concurrence. Ouais. Et j'ai commencé à m'habiller comme ça. En fait, j'ai toujours aimé les jolies pièces de bonne composition et j'ai jamais été attirée par la fast fashion, le truc Zara à 10 €. Non, ce que je voulais, c'est trouver le beau manteau en laine, la belle robe. Voilà. Donc, ça a démarré, en brocante et ça m'a jamais lâché. Ça veut dire que je crois que depuis 18 ans, j'ai dû acheter une dizaine de pièces neuves dans ma vie, quoi, en fait. Je trouve ça fou aujourd'hui avec tout l'engouement autour en fait, de c'est la ça. fast fashion. C'est comme si j'avais senti le truc venir, ou enfin, ouais. En tout cas, c'est pas ça, mais ça m'intéressait de trouver de jolies pièces. Et bien évidemment, à cette époque-là, à 18 ans, tu peux pas te payer une veste Yves Saint Laurent que j'ai trouvée en brocante, je veux dire à 10 €. Ouais. Tu peux pas. Mais moi, j'ai tout de suite compris que je pouvais trouver tout ça en brocante. C'est fou parce qu'à cette époque-là, c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, ça se démocratise beaucoup avec donc toutes les crises autour de la fast fashion. Mais c'est vrai que donc t'avais quel âge? T'avais 18 ans? Eh ben alors, je suis née en 68, donc j'en avais 18. Donc on va dire, allez, on dit 20. 88. Ouais. Et tu faisais des études de quoi à l'époque? Et je faisais des études de sociologie. Ok. Ouais. Je voulais être journaliste, mais non. J'ai passé des concours. C'était pas non. Et c'était quoi ton premier métier ou alors ta première approche de la seconde main professionnellement parlant? J'ai toujours voulu monter ma boîte et j'ai toujours eu peur de la monter. Okay. Et arrivé à 45 ans, pour X raisons, je veux dire, là, on est trop dans le perso pour raconter, je vais quitter mon job et je me dis, c'est le moment. Enfin, je veux dire, sinon, je le ferai jamais. Ouais. Et donc là, je reparle de cette passion de seconde main où je me dis, on y va, je vais créer un dépôt-vente en ligne. Donc, Internet commençait, à exploser. Et je me suis dit, j'ai pas les moyens d'avoir une boutique, mais au moins, je peux créer un site Internet et vendre des vêtements en ligne. Donc, j'ai commencé par là. J'ai monté un site Internet avec 2 ans plus tard un showroom à Issy-les-Moulineaux où je ne vendais que de la seconde main. Et tu te fournissais où à l'époque? Alors, je me suis toujours fournie avec des particuliers, clients particuliers. C'est ça que je trouve fou quand tu m'as parlé de ton projet, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de friperies ou de personnes qui revendent des vêtements qui vont chez des grossistes ou alors qui achètent des vêtements au kilo et tout. Mais toi, tu vas les chiner directement dans les dressings, en fait. C'est ça? Alors, c'est ça. En fait, les gens qui se fournissent dans les friperies et tout ça vendent quand même du vintage. Ok. Moi, je peux pas vendre du vintage. Je suis psychopathe du défaut. C'est-à-dire que je suis psychopathe du défaut et je suis psychopathe de l'odeur. Ok. Donc, c'est-à-dire, tu vois, là, par exemple, le manteau qui est là est un manteau vintage, mais je l'ai acheté parce que, comme s'il n'avait pas été mis. Il n'avait pas d'odeur, la doublure était nickel. Sinon, je sais pas faire. Ouais. Alors que, bien évidemment, j'aide les filles à trouver leur style, de mélanger des pièces vintage avec des pièces contemporaines. Extra, ça te donne un plus dans ton style, tu vois. Donc, bien évidemment que j'ai quelques pièces à la maison, j'ai une veste Yves Saint Laurent
j'ai une robe Sonia Rykiel. C'est des pièces vintage, mais je saurais pas faire. Ouais. Et j'ai vu plein de documentaires là-dessus, hein, où les mecs, ils partent, ils font les friperies, ils arrivent à trouver les puces. Enfin, c'est pas mon job. Ok. Toi, t'es plus vraiment dans les vêtements qui peuvent être vendus en magasin, mais qui sont cachés dans des dressings depuis des années, qui sont pas portés, mais qui restent récents, quoi, c'est ça? Oui, je vends du Mage, du Sandro, Ouais. du Isabelle Marant, du Vanessa Bruno. C'est pas du vintage, tout ça. Ouais. Mais, C'est de la seconde main. toujours. mais c'est de la seconde main. Et surtout, enfin, comment dire, mes clientes qui sont mes fournisseuses sont des filles qui consomment beaucoup, qui ont beaucoup de vêtements et qui, des fois, le portent qu'une seule fois. Et moi, c'est ça que je cherche. Et tu les trouves comment? Par mon réseau. Ok. Ça veut dire que je vais rencontrer quelqu'un et je vais dire, bah voilà, je cherche toujours des fournisseuses qui veulent vendre leurs pièces. Là, je fais de l'aquavélo comme sport, j'en ai parlé aux filles. Demain, j'ai une cliente qui vient, qui me ramène des pièces. Ok. En fait, je passe mon temps à dire, je cherche des pièces de seconde main. Qu'est-ce que vous avez dans votre dressing que vous voulez plus porter? Parce que toi, t'es persuadée qu'on a tous un truc dans notre dressing qu'on porte plus. Ah non, mais ça, c'est sûr. Ouais. Ah non, mais pas un dressing que je vais visiter où il n'y a pas 2-3 pièces, même neuves avec étiquette, Ah ouais. mais que la fille ne porte pas. Donc, qu'est-ce qu'on va déconsommer du neuf? Ouais. Allons chercher ces pièces, vendons-les et régulons, je veux dire, la fabrication du neuf. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout cet engouement autour du neuf. Et donc, ce que j'adore dans ton projet, c'est que toi, t'es persuadée, parce que de base, quand même, t'es coach. Donc, Oui. t'es persuadée que la seconde main, et donc les vêtements déjà portés, c'est mieux que des vêtements neufs pour trouver son style et pour s'affirmer. Alors, je dirais non pour la fin, parce Ok. que parce qu'on trouve son style et on trouve son style et on s'affirme même en achetant du neuf. Ok. La seule chose que je veux dire, c'est mon expérience de 12 ans, de 12 ans là, me montre que on peut s'habiller totalement en seconde main comme neuf. Ok. Quelqu'un me dirait, voilà, j'ai besoin d'une tenue complète partant d'un jean, un joli pull en cachemire, des belles bottes, un beau pull en laine, une belle écharpe. Je lui trouve tout sur Vinted, par exemple. Si on parlait pas Ok. voilà, si la personne veut le faire elle-même, Ouais. on trouve tout sur Vinted. Dans un état, il faut chercher, mais dans un Ouais. très bon état. Parce que toi, donc ton premier projet, c'était le site internet. Mon premier projet, c'était de vendre de la seconde main. Je veux dire comme Vide Dressing, Vestiaire Collectif, tous ces sites de seconde main. Ouais. Je me suis rendu compte très vite que de vendre derrière mon écran, ça m'allait pas et que j'avais besoin de rencontrer mes clientes. Ok. Donc 2 ans après, je monte aussi un showroom. Donc le site internet continue, Ok. mais on peut venir essayer les pièces. Et c'est là où je vais commencer, je vais commencer et je vais me rendre compte que je suis douée pour les aider à s'habiller, à trouver leur style. Ouais. Donc le coaching va démarrer là. Parce que pour toi, la mode, ça va au-delà de la distance d'internet. Enfin, il y a besoin d'un contact, quoi. C'est ça? En tout cas pour moi. Ouais. Oui. C'est-à-dire que pour habiller quelqu'un, pour lui sélectionner des pièces qui lui vont, j'ai besoin de la voir, j'ai besoin de sentir comment elle bouge. Alors, c'est sans prétention, mais je sens très vite la personne. Ouais. Le truc qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en avant, qu'est-ce qui la bloque, et j'essaye de booster un peu ça par le vêtement. Ouais. Donc j'ai besoin de voir les personnes. Est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir qui ont jamais porté de la seconde main? Tout mon réseau cliente d'aujourd'hui, 80% des filles ne portaient pas de la seconde main. Ah ouais? Et aujourd'hui, c'est un réseau qui est existant et durable, et elles m'achètent presque une pièce par mois. Ah ouais. Et ça n'a rien à voir. C'est ça que je trouve fascinant, et c'est ça. Et je me dis, j'ai gagné quelque part. Ouais. C'est que toutes ces filles ont un pouvoir d'achat. Toutes ces filles ont des hauts postes. Ok. Donc C'est ça n'a strictement rien à voir. Alors maintenant, mon ADN, parce que je connais aussi d'autres filles qui font ça, c'est que ma pièce, elle est comme neuve, celle que je trouve. Ok. Mais parce que il y a un vivier de pièces comme neuves dans les dressings Ouais. que je vais chercher. Et toi, ça t'arrive d'avoir des pièces comme ça dans tes dressings que tu revends? Des pièces à toi que tu revends? Mais bien évidemment. Tu revends tout ton dressing. Oui. Alors c'est-à-dire que
j'aime les fringues, mais j'aime n'avoir dans mon dressing que ce qui me correspond à l'instant T et ce qui me convient. Donc en fait, dès que je sens qu'une pièce, c'est plus pour moi ou je la revends. Ok. T'as la revente rapide, quoi. Ah bah je vais la revendre de suite. Je la revends de suite. Et c'est surtout que j'ouvre mon dressing, et c'est ça aussi que j'apprends dans mon métier, à mieux consommer et avoir du plaisir. C'est que dans mon dressing, toutes les pièces que j'ai, je les porte. Ok. Et toutes les ça, pièces... c'est rare. Mais je sais, non, mais c'est ça que c'est ça que j'essaye de... Et toutes les pièces que je ne porte pas, je les vends. Ok. Qui ne me vont pas, ou qui sont plus dans le style, ou... Et donc, quand j'ouvre, je sais que tout ce qui est là, ça me plaît, et voilà. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Ouais, c'est sûr. On a une tendance à vouloir toujours plus, en fait. On se contente plus des vêtements qu'on a, je trouve. C'est ça. On dirait qu'ils ont... Alors qu'un vêtement, c'est censé durer longtemps. Et toi, ce que j'aime dans les pièces que tu vends, c'est quand même des pièces de qualité. Oui. Et donc, c'est que tu promets aussi à tes clientes des pièces qui sont pas abîmées et qui vont durer un certain temps. C'est tout le propos, pour moi, écologique de mon boulot. Ok. Ça veut dire, il vaut mieux acheter peu, mais de très bonne qualité. Plutôt que d'acheter 10 pulls Mango, on s'achète un pull en cachemire. Ouais. Alors oui, au départ, on va payer cher, mais au final, le pull, il reste. Ouais, le pull, il reste, c'est sûr. Et quand je fais mes coachings et qu'on fait le tri, et ben tous les pulls Mango qu'on a achetés, on les vire. Donc, parce qu'ils sont sans forme, ils sont peluchés, ils ont pas de classe, ils ont pas de style. Tu vois ? Donc toi, tu vas chez tes clientes. Là, je parle du coaching. Ouais, le dressing. Coaching, oui. Tu vas chez les clientes. Oui. Et en gros, elles t'ouvrent leur dressing et tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est ça ? Oui, alors ça dure 4 heures. Ah ouais. Je viens, je définis leur style, ou si elles ont un style, je leur donne des astuces pour affiner leur style, enfin pour que ça soit un peu plus, pétillant. Quand on a fait ça, on trie tout, je l'accompagne à garder les pièces qui nous conviennent par rapport à ce que je viens de dire. Les autres, on les vire. Okay. Et dans ces 4 heures, je lui fais des tenues complètes avec tout ce qu'elle a. Ok. Et c'est là où on voit les pièces manquantes à la fin. Ouais. Et à la fin, je dis, en stock de seconde main, j'ai ça, dans vos pièces manquantes. Donc je démarre par un accompagnement shopping seconde main. Ouais. C'est le premier. Ouais. Et puis après, si j'ai pas dans mon stock, on part sur du neuf. Ok. Voilà. Et la seconde main, tu t'y es intéressée d'abord pour des raisons écologiques ? Pour des raisons économiques et pour des raisons, comme je te l'ai dit, que j'avais 18 ans et que je ne pouvais pas m'acheter des belles pièces. Et c'est sûr que je trouvais des belles pièces en brocante. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de t'habiller avec de la seconde main ? Est-ce que toi, tu as toujours, alors que c'est devenu ton métier, la seconde main, est-ce que tu as toujours un peu ce goût de la seconde main ? Est-ce que tu t'en lasses pas, au final ? Alors, c'est-à-dire que ça devient même encore pire qu'avant. Ah ouais. C'est parce que c'est tellement un vivier de pépites qu'en fait, je ne m'en lasse pas et je t'avouerai, je suis un peu addict. Ça veut dire que alors parce que pour moi, je vais souvent sur Vinted ou sur le Bon Coin. Je vais bien passer 2 heures par jour à regarder quand même. Ah ouais. Même si je trouve rien, mais je regarde. Ouais, je comprends. Je regarde aussi qu'est-ce qui en ce moment se vend dans la seconde main, à quel prix, quelles sont les marques qui marchent. Toi, par exemple, je veux dire, il y a, peut-être je vais me tromper, mais il y a 5-6 ans, Sandro et Mage, ça cartonnait. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Ça veut dire du Sandro et Mage, tu peux trouver la robe à 20 €. Alors qu'avant, voilà, ce qui marche aujourd'hui, c'est Bâche. Ouais. C'est des petits hauts, c'est Isabelle Marant, enfin c'est des voilà. Donc je regarde aussi les tendances des marques qui se vendent bien en ce moment en seconde main, ce qu'on peut trouver. Et donc comme il y a des marques qui chutent un peu, c'est là où je vais aller regarder parce que on peut trouver des pépites comme elles sont moins chères. C'est sûr. Je kiffe la seconde main. Il y a pas d'autre mot. Je trouve que quand on tombe dedans, c'est dur de s'en sortir. Tu ne peux plus. Quand tu découvres toutes les pièces qu'il y a derrière, toutes les pièces qui sont pas portées, qui sont en parfait état, que les prix sont bien et qu'en plus t'abîmes pas la planète, pour moi, une fois que tu y es rentré, tu peux plus en sortir. Non, mais en fait, c'est ça. Quand je vais dans une boutique,
quand je fais de l'accompagnement shopping, parce que bon, j'ai pas tout trouvé pour la cliente, je ne pourrais pas acheter à ce prix-là. Ah oui. Alors je devrais pas le dire parce que Oui. j'accompagne mes clientes à acheter. Je suis à fond seconde main, mes clientes ne le sont pas. Ouais. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus. Je vais trouver en seconde main chez une cliente ou en seconde main sur un site un manteau American Vintage 70 €. Je vais l'acheter à 295 €, c'est pas possible. Ouais. Non, c'est pas... C'est fini. Je suis sortie de ce circuit. Ouais. Même si on me demande si on veut me faire un cadeau, je dis pas de neuf. Ah oui, moi aussi. Non, parce que ça me dérangerait en fait. Ouais. Tu vois ? Je trouve qu'il y a tellement de valeurs qui tournent autour de ça. C'est ça. Surtout, ce qui est dommage, c'est que la mode s'est vue quand même encore aujourd'hui pour beaucoup comme quelque chose de très superficiel. Ils considèrent un petit peu que les milieux autour de la mode, c'est un peu des choses futiles en fait. Et je trouve que c'est important les métiers comme les tiens, parce que ça vient rappeler que les vêtements et ce que tu portes, ça te représente. Et que c'est hyper important parce que c'est la première impression que tu fais aux gens, quoi. Mais quelle justesse de propos. Oh là 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 là. Non mais je devrais écrire un livre. Mais ouais, tu devrais écrire un livre. Tu devrais faire mon métier, je t'apprends mon métier. C'est totalement ce que je dis, c'est... Ouais. Ça n'a rien de futile, c'est... avant même que tu parles, la manière dont tu te présentes aux autres et la manière dont tu es habillée, tu leur dis déjà qui tu es. Ouais. Je veux dire, dans le style que tu as adopté, je veux dire, oui, enfin, tu dis qui tu es, c'est archi important. Et c'est archi important de se sentir bien dans ses vêtements. Enfin, je veux dire, ça te permet d'être fluide par rapport aux autres. Enfin, et puis ça booste la confiance en soi. Quand on se trouve joli dans le miroir, qu'on est bien habillé, qu'on a trouvé la bonne... Enfin, je trouve que c'est archi important. Ouais, ça n'a rien de futile. Ouais. Et est-ce que tu as des clientes qui, on va dire, qui traversaient des périodes compliquées pour telle ou telle raison, et qui le fait d'avoir peut-être des vêtements neufs, ou alors un nouveau style, ça les a un petit peu aidés à plus s'affirmer, en fait. Mais bien sûr. Je dirais que 60% de mes clientes en coaching, je viens pour rebooster leur confiance en soi par le biais du vêtement. Je suis pas psy. Oui. J'ai bien compris qu'il y a une phase compliquée avec leur féminité, avec des événements intimes, personnels, avec les 50 ans qui arrivent, la ménopause, l'entrée dans une vie active, la timidité, enfin toutes ces choses. Et je vais donner le coup de pouce par le biais du vêtement. Je veux dire en leur disant bah voilà, c'est ça ton style. Les couleurs à mettre, c'est ça. Et bien évidemment, après 4 heures, alors c'est pas prétentieux, mais c'est là où pour moi c'est un kiff, c'est qu'elles sont heureuses. Ouais. Donc voilà, c'est fou de pouvoir transmettre ça juste à travers, enfin, sans vouloir minimiser, juste à travers un vêtement, quoi, que ça montre que c'est tellement plus et qu'il y a tellement plus derrière. Bravo. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas bien se cache derrière ses vêtements. Quelqu'un, je veux dire, cause pas, va mettre des couleurs un peu neutres, va pas arriver, je veux dire, à twister, à mixer des pièces. Quand tu commences à oser, tu oses aussi dans la vie. Ouais. Quand tu commences à oser dans ton style et je veux dire, à mixer, tu oses aussi dans la vie. Tu oses aussi avec les gens. Ouais. Et est-ce que c'est pas un peu compliqué, parce que toi t'as ton propre style, au-delà d'habiller les personnes, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué est-ce qu'on n'a pas envie de calquer son style sur les autres parfois ? T'arrives à bien faire la différence ? Ouais. Oui, mais parce que ça c'est ma personnalité en fait. C'est okay. Je viens et je me mets à la place de l'autre. Okay. C'est ça mon job. C'est voilà. Alors quel est le souci ? Alors la première question que je pose quand on démarre le coaching, je lui dis on va passer 4 heures où je vais vous voir à poil, en culotte, on va changer les freins. C'est quoi votre complexe ? Okay. Et moi c'est hyper important parce que le complexe qu'il va me dire, c'est où soit je passe 4 heures à essayer de lui dire il y est pas, il y a pas de complexe. Ou alors on va le détourner. Je vais lui mettre des vêtements qui vont faire qu'on va oublier ce complexe. Tu disais est-ce que tu essayes de calquer ton style ? Non, parce que toutes les filles que je rencontre ne sont pas moi. Donc au final, je coach par rapport à ce que j'ai devant moi. Ouais. Pour qu'elles soient mieux.
Mais très bonne question. Non, mais très bonne question parce que oui, la déviance pourrait être ça. Ouais. Bon, moi je trouve que le blazer, le machin, c'est super. Je vais leur dire que tout, il faut mettre ça. Non. C'est une ouverture d'esprit aussi. Je trouve que ça témoigne quand même d'une ouverture d'esprit parce que quand il y a des gens qui sont confiants de leur style, comme toi tu vas l'être puisque tu t'habilles très bien et que tu sais où chiner les pièces, Voilà. Je trouve qu'il y a une tendance quand même à comparer son style à ceux des autres en fait et un peu les opposer. Ce qui est génial dans ce que tu fais, c'est que t'arrives à mettre en lumière le style de chacun et pour toi en fait tu te dis que tout style a sa place quoi. C'est totalement ça. En fait, on en revient à cette utilité de la mode. Je veux dire, la mode, elle est intéressante pour les pièces qui sortent, pour la nouveauté. Mais comment dire, le style, c'est pas d'être proche de la mode, c'est d'être proche de soi. Ouais. Donc en fait, de trouver ce qui va nous convenir. Ouais. Tu vois, donc il y a rien de futile. Ouais. Et est-ce que tu essayes un petit peu de suivre les tendances? Parce que moi, je sais que souvent, on oppose un peu dressing éthique et dressing qui déborde pas avec des pièces nécessaires aux tendances qui passent, parce que c'est vrai que quand on se jette sur une tendance, bah après, en fait, on se rend compte que la pièce, dans 6 mois, elle a plus de valeur, on va dire, dans la mode aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu arrives quand même à allier tendance et durabilité du dressing? Oui, ouais. Mais je ne suis pas à fond tendance. Ok. Je suis à fond pièces de qualité. Un manteau, c'est 80%, 100% de laine, en dessous c'est de la merde. Les pulls, on les prend en mohair, en cachemire, en laine. En fait, voilà, c'est ça que j'essaye d'inculquer, je veux dire, à mes clientes. Voilà. Plus que... Et après, la tendance, quand on a un très joli pull en cachemire, un très beau pull en laine, et des bonnes bottes, bon, je veux dire, on devient très vite bien habillé. Oui. C'était quoi le dernier métier que tu faisais avant de passer à la seconde main? Responsable commercial dans l'imprimerie. Ok. Donc, rien à voir, finalement. Oui. Et je me demande, à quel moment est-ce qu'on se dit qu'une passion, qui est pour toi la seconde main, qui visiblement a toujours été, oui. À quel moment ça switch, en fait, vers... En fait, c'est ça mon métier et c'est ça que je veux faire. Parce que c'est un risque, quand même. C'est un métier, quand même, qui sort un petit peu des sentiers battus. Ah, mais c'est-à-dire que j'ai eu la peur de ma vie. Ah oui. C'est-à-dire que je pense que j'ai sauté... Oui, j'ai sauté en parachute. Ah oui. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, donc j'ai fait... Alors, cette passion est là depuis très longtemps. J'ai toujours eu le sentiment que une vie ne suffirait pas à faire tout ce que je voulais. Donc en fait, je te résume en peu de choses, mais j'ai fait études de sociologie, j'ai bossé dans l'humanitaire. Après, j'étais script dans le cinéma. Okay. Je vais avoir un merveilleux garçon et je vais me séparer très tôt du papa. Et il faut que je trouve très vite... je ne pouvais pas continuer le métier de script en élevant mon enfant toute seule. Donc il faut très vite que je trouve un métier où je gagne de l'argent et qui soit stable. Donc je vais vers l'imprimerie. Ok. Enfin, voilà, les rencontres vont faire que ça. Donc c'était pas vraiment un choix, mais... Donc il y a vraiment... mais c'est important de dire que c'était pas vraiment un choix. Et c'est pour ça qu'à 45 ans, j'ai dit, je peux pas continuer de faire ça. C'est très bien, j'ai ramené de l'argent, j'ai sécurisé tout le monde, mais on n'a qu'une vie et il faut que je prenne le risque là de faire ce que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu monter ma boîte, j'ai toujours voulu faire ça et je vais prendre le risque, mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie parce que je prends le risque en étant mère toute seule. C'est hyper courageux. Oui. mais je pense que la passion amène le courage. Ok. Et tu penses que t'avais tellement foi dans ça, tu t'es dit que ça valait la peine de prendre le risque? C'est pas que j'avais tellement foi en ça, c'était si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Non mais je vois totalement ce que tu dis, mais c'est fou quand tu dis que... C'est vrai que souvent on se dit qu'on n'a pas assez... On n'a pas assez de temps dans une seule vie pour faire tout ce qu'on veut faire. C'est totalement en fait. ça. Et que la vie, bon alors moi je suis plus jeune, mais la Bien vie sûr. ça va très très vite et on se rend compte déjà que on nous impose un petit peu des choix et parfois on a l'impression un peu que le chemin est tout tracé quoi. Et alors ça m'intéressait pas. Ok. Le chemin très tôt, oui. Ouais. Non. Bah, vu tes changements de métier, ça se voit que
Oui, envie de faire plein de mais trucs, c'était quoi. ma T'avais- personnalité. C'était dans ce chemin tout tracé, je vivrai pas ce que j'ai envie de vivre. Ouais. Enfin, je le sais. C'était inconscient, mais je le savais en fait. Ouais. Et ça, enfin, t'as dû avoir du courage pour, on va dire, sortir, prendre le petit chemin de côté au lieu de suivre le chemin tout tracé. Et aujourd'hui, ça paye parce qu'aujourd'hui, t'arrives à vivre de ta passion, en fait. J'arrive à vivre de ma passion, mais ça a été très très difficile. Et je trouve que c'est rare les gens qui ont le courage à 45 ans de sortir, en fait, de ce qu'ils ont fait avant, quoi, et de prendre un risque comme ça. Parce que on nous met un peu cette image dans la société que on fait une filière, on fait des études, on fait une branche de métier et ensuite toute la branche de métier, quitte à monter en grade dans une boîte après, quoi. Et je trouve que c'est important de rappeler que on peut avoir plusieurs vies dans une vie, quoi. Il y a plusieurs vies dans une vie et que il y a plusieurs métiers. Et comme tu dis, faut pas suivre le chemin tout tracé, quoi. Parfois, le petit chemin de côté, bah, il est peut-être plus risqué, mais il faut les prendre, ces risques, en fait. Mais en fait, moi je dis toujours, mais cette phrase elle est bête à souhait, mais nous n'avons que cette vie. Non, mais Non, mais ça, elle est c'est con. souvent les phrases les plus cons. Oui, qui, tu vois, mais qui en fait ont le plus de ce que sens. je veux dire, c'est que je veux dire après c'est terminé. Alors moi, mon petit confort, ne pas prendre de risques, ne pas découvrir plein de choses, c'était pas moi. Ouais. C'était pas moi. Enfin, c'était, j'étais assez révoltée, assez curieuse. J'avais envie de vivre plein de choses. J'aurais pu me planter, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu. Il y a beaucoup de chemins comme ça où on vivote. Ouais. C'est vrai qu'on entend beaucoup les histoires des gens qui prennent des risques et qui ça marche comme toi, mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte les histoires des gens qui prennent des risques et ça marche pas, quoi. C'est totalement ça. Mais ça, c'est pas grave. Ce que je ne supporte pas, et enfin, je veux dire, tout le monde le dit sur Insta, sur partout, c'est on n'aime pas l'échec, mais qu'est-ce que c'est bien l'échec? Ouais. Parce qu'au final, on a essayé. Bon, bah ça marche pas. Bon, bah c'est pas grave. Mais on a essayé. En fait, je trouve que la vie, c'est d'essayer. Après, si ça marche, c'est cool. Et ben, ça marche pas, c'est pas grave. Plutôt que de ne pas avoir essayé et de n'avoir rien fait. Ouais. En fait, c'est ça. Alors après, je pense que l'échec, je veux dire, on le vit pas bien parce que beaucoup de personnes sont dans l'ego, parce que ils sont dans le paraître, parce que le regard des autres est important. Enfin, il y a un moment donné, on s'en fout de tout ça. Ouais. Truc où on se dit si on se lance pas, On pourra pas savoir. Voilà, on pourra jamais savoir. Non. Et autant prendre ce risque parce que l'échec c'est bénéfique. Enfin après il y a plusieurs formes d'échec à plusieurs échelles, mais la réussite c'est top, mais l'échec ça apporte quand même beaucoup de choses qui vont t'amener vers la réussite en fait. C'est ça. Toi c'était quoi ton plus gros échec? Peut-être pas ton plus gros, mais celui qui t'a le plus marqué et qui t'a aidé à avancer en fait après, si tu veux en parler. Non mais bien sûr. Personnellement, le fait que je vais me séparer tôt du papa de mon fils et que je vais l'élever toute seule, non, j'avais pas vu ça dans mon parcours. Ouais. Tu vois, donc comme quoi la vie. Ouais. Non, moi j'avais vu que voilà, j'allais être avec quelqu'un, j'allais faire plein de bébés et que. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, mais ça a été c'est un gros échec. Je sais pas si on peut parler d'échec, mais plus un changement de parcours, quoi. Bon, en tout cas, ça m'a retourné la tête, Ouais. ça. Voilà. Et la fermeture de ma première boîte, non, je l'ai pas pris comme un échec. Quand je ferme mon dépôt-vente Ouais. et que je rouvre une autre société avec, où là, c'est centré sur le coaching, Ouais. non, ça n'a pas été un échec parce que je me suis dit, j'ai pas encore trouvé le bon truc, mais je vais le trouver. Ça, c'est une force. Parce Ouais. que t'aurais pu t'arrêter là, en fait. Non, c'était pas possible, non. Il y avait quelque chose en toi qui te disait faut que je continue dans cette voie. Ben, c'est-à-dire que mon entourage à ce moment-là me disait de trouver autre chose et tout, et ma petite voix intérieure me disait ben non. Et il fallait juste que je mature, parce qu'en fait quand on termine quelque chose, il faut prendre le temps de comprendre de ce qui a été terminé, tirer les leçons de voilà. Donc j'ai eu besoin, je pense 1 an, j'ai eu besoin 1 an de cogiter sur et puis à un moment donné, j'ai dit je remonte, mais je fais que du coaching en fait. Je trouve ça courageux parce que je trouve quand il y a quelque chose qui se passe pas comme on l'avait prévu,
on a un peu cette impression que ouais, c'est pas la voie en fait, c'est pas on a fait le mauvais choix en fait. On a l'impression qu'on a fait le mauvais choix, mais en fait on peut toujours changer le truc en fait. On peut toujours changer, on est acteur de notre vie. Et je trouve qu'on l'oublie trop souvent quand on est face, pas un échec mais peut-être un obstacle. Ou alors à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, on a l'impression que limite que c'est la fin du monde en fait, qu'on a fait le mauvais choix, que c'était pas ça. Et en fait, comme tu dis, il faut le prendre le temps. Et je trouve que c'est important de prendre ce temps du recul sur ce qui vient de se terminer pour pouvoir commencer quelque chose d'autre. Et peut-être que si t'avais pas ouvert cette boîte en premier, et bah aujourd'hui tu serais pas coach dressing. Mais bien évidemment. Ouais. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je monte cette première boîte de ce site internet et de ce showroom, il faut de l'argent, il faut de l'investissement pour que ça marche. Oui, bah forcément. Je n'en avais pas. Ouais. Donc au final, à un moment donné, le truc, c'est pas que j'étais pas à ma place, c'est que je ne pouvais pas développer l'histoire. Ouais. Donc en fait, on s'arrête avant la merde. Ouais. Donc je m'arrête au bon moment. Mais cette activité, je me suis rendu compte qu'on me demandait beaucoup des conseils de style. J'avais démarré un peu de coaching pendant cette activité. Je veux dire, j'avais fait quelques coachings et je m'étais rendu compte que je faisais beaucoup de bien à ces filles. Ouais. Donc je ferme, je réfléchis, je me pose. Je me dis, je fais ça, je refais ça. Et tu disais tout à l'heure que tu avais fait de l'humanitaire. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Je voulais sauver le monde, bien évidemment. Donc en fait, j'ai travaillé. Je termine mes études de sociologie, donc j'ai une maîtrise, mais j'ai pas continué après. Et je pars chez Enfants du Monde dans le Marais, donc qui s'occupait de l'insertion des enfants des rues à Cuba, et je vais y travailler 1 an. Okay. Et en parallèle, je vais à des formations, privées des sommes de Mère Teresa à l'hôtel de ville. Et je vais partir 3 mois et demi en Inde dans les centres de Mère Teresa. Et c'est ce que tu as fait ? Et c'est ce que j'ai fait, ouais. Raconte-nous un peu cette expérience, parce que je pense que dans toute l'histoire de ta vie, j'ai envie de dire, que tu racontes depuis tout à l'heure, il y a quand même un truc, une curiosité de la vie et une envie d'aider les autres que je trouve qui prend tout son sens dans ton métier aujourd'hui. Ce moment-là de ta vie, est-ce que ça t'a marqué ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Enfin, c'est pas anodin, quoi. Tout le monde n'a pas le courage de faire ça et concrètement, qu'est-ce que t'as fait là-bas ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que t'as apporté aux autres ? C'est-à-dire que... qu'est-ce que ça m'a apporté ? Il y a un avant et un après. À 15 ans, j'ai vu le film de Gandhi et... T'as des gens pour qui moi c'est une claque ce film. Je me suis dit mais comment ce mec, on va dire ce mec parce que je trouve qu'il a vraiment comment il a fait. Ouais. Comment il a fait pour soulever son peuple de cette manière. Et donc j'étais fascinée. Je m'étais toujours dit c'est un voyage que je voudrais faire. Pour X raisons, j'ai pas pu aller plus loin que ma maîtrise de sociaux. En fait, il fallait que je refasse ma maîtrise et j'en avais pas le courage. Et je me suis dit, je sais pas, j'avais 21, 22. Alors, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire avant de démarrer dans la vie ? J'ai envie d'aller en Inde. J'ai envie d'aller aider les gens voilà. Et donc, oui, c'est un voyage extraordinaire. C'est un voyage qui m'a forgée. C'est un voyage qui m'a permis de prioriser. Merci. Bon, mettre en priorité. Voilà, ce qui est grave et pas grave. Ouais. En fait, j'ai vu la misère du monde et en même temps, ils ont rien et en même temps, ils sourient tous les jours. C'est une vraie leçon, quoi. Maintenant, ça a été archi dur. Ça a été. Ouais. Je veux dire, j'ai fait les 3 centres et je me suis dit, je peux pas sauver le monde. Je peux pas faire de l'humanitaire. J'étais trop sensible. Je voulais faire ça de ma vie et ce voyage répond à non, tu peux pas faire ça de ta vie. C'est frustrant mentalement de se dire qu'on peut pas sauver le monde. Est-ce que je l'ai pris comme frustrant ? Non. Mais je l'ai pris, mais merci de m'avoir donné tout ça. Ok. C'est plus une introspection après où on se dit en fait... Ah oui, c'est un vrai voyage introspectif. Ouais. Oui, c'est un vrai voyage formateur, quoi. Ouais. Aujourd'hui, donc, tu trouves ce besoin d'aller vers les autres dans ton métier. Oui. C'est drôle parce que tu dis, ouais, on peut pas sauver le monde, mais en fait, toi, je trouve qu'on sauve un peu tous notre petit monde autour de nous. Ah, bien évidemment. Non, mais là, moi, Oui, mais bien sûr.
Tu arrêtes. Non, mais quand je t'entends parler, quelle justesse. Tu sauves le monde de ton fils, tu sauves le monde des personnes que tu coaches, et en fait, il y a quelque chose de dur quand on voit, moi je suis pas née en Inde, mais quand tu me racontes, et il y a quelque chose de dur, je pense, quand on est face à la dureté du monde et qu'on se sent impuissant en fait. Et je trouve qu'ensuite, il y a tout un processus où on se rend compte que on a un monde autour de nous en fait. On peut pas sauver le monde entier, mais on peut faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire être un soleil pour les gens autour de nous, quoi. C'est totalement ça. Et toi, t'arrives à être un soleil dans ton métier, de ce que tu dis. Moi, je le vois dans ta personnalité, Karine. Quand tu parles de ton métier, je le vois que t'arrives à être un soleil pour... C'est gentil. Bah, non, mais c'est touchant. Ouais. J'ai beaucoup de compliments là quand même. C'est très juste tout ce que tu dis. Moi, je voulais sauver le monde en grand, mais parce que j'avais 19 ans et que quand on a 19 ans, on veut voir les choses en grand. Et aujourd'hui, je suis plus âgée, et donc je vois bien que ce qui fait le bonheur, c'est pas les grandes choses, c'est les petites choses. Tu vois, donc aujourd'hui, bien évidemment que j'aide les gens, mais en petit. Mais à 20 ans, je voulais changer le monde en grand. Je me souviens toute ma vie, j'ai travaillé à l'orphelinat. J'ai fait 3 centres, et dans les 3, il y avait l'orphelinat de Calcutta. Donc j'ai travaillé à Calcutta. Et donc tu rentres, et c'est une pièce de 100 mètres carrés, t'as que des bébés. Et je me suis dit, mais ces bébés, ils vont tous rester là. Qui est-ce qui va les prendre? Que je m'étais dit, je vais en ramener un. Et c'était pas possible, je vais pas en ramener un. Enfin, tu vois. Et voilà, c'est-à-dire que dans ces 3 centres, la misère ou tout ce que je voyais était tellement énorme que en fait, je me suis dit, mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et est-ce que ça t'a donné une envie de mettre plus, on va dire, de sens dans tout ce que tu fais après? Mais bien entendu. Ouais. Oui. Tu dis que quand on a 20 ans, on a cette fougue de... Enfin, moi, je le ressens. Moi aussi, j'ai un peu cette fougue mais on a envie de sauver le monde, ouais. quoi. Mais je trouve que toi, tu l'as encore, cette fougue. Parce que je suis pas sûre que ce soit symptomatique d'un âge, en fait. Je pense que toi, dans ce que tu racontes, c'est surtout quelque chose qui va dans ta personnalité, en fait. Et que même si t'as plus envie de sauver les enfants de Calcutta aujourd'hui, aujourd'hui, t'as envie de faire le bien autour de toi, quoi. Je crois que mon bonheur, c'est que ce que je fais, que les gens autour de moi aient bien. Ça, c'est mon bonheur. Ouais. C'est-à-dire que ça contribue à mon bonheur personnel. Tant le côté... parce que je suis persuadée qu'il y a des gens peut-être qui écouteront et qui se diront, un côté un peu sauveur et tout, pas du tout. Je sens les gens et c'est cool pour moi de donner des trucs qui vont faire qu'ils vont aller bien. Voilà. Et moi, je repars et je suis contente. T'as des gens, ils sont heureux quand ils vont consommer beaucoup, qui vont acheter, qui vont faire des belles vacances, qui vont faire... tout le matériel, c'est pas mon kiff. Par contre, tout l'humain, c'est mon kiff. De faire des belles rencontres, tu vois, je suis sortie, j'ai rencontré quelqu'un, on a une belle discussion, waouh, voilà. Ça pour moi, c'est, tu vois, continuer là-dedans. Je suis seconde main aussi dans tout ce qui est ma maison. Ah oui? Ma télé est seconde main, ma machine est seconde main. Mes meubles sont seconde main. C'est une addiction. C'est une addiction. Mais c'est vrai que tu fais bien d'en parler. La seconde main, ça s'arrête pas qu'aux vêtements, quoi. Mais non. Dans le mode de consommation. Et la façon dont tu parles, je trouve ça hyper engagé, quoi. De se dire, on n'est pas là pour participer à la fabrication de choses qu'on a déjà, quoi. Mais bien évidemment. Et ton mode de vie, comme tu dis, qui est loin de... On va dire des paillettes, si on peut dire. Bien sûr. C'est rare. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est rare. Et qu'il y a un peu une injonction avec les réseaux sociaux. En fait, on voit la vie de tout le monde, quoi. On voit la vie de tout le monde, on voit tout ce qu'on pourrait avoir et tout ce qu'on n'a pas. Et c'est important de rappeler que le bonheur, en tout cas, pour toi, et peut-être pour des gens qui nous écoutent, ça passe pas par ça. Non. Et je trouve il y a beaucoup de personnes, de chanteurs qui ont tout, quoi, qui sont hyper riches, voilà. Tous leurs textes, ça parle du fait qu'en fait, ils étaient limite plus heureux quand ils avaient pas tout ça, quoi. Mais quand leur vie, elle tournait pas autour de ça. Ah non, mais on en revient à cette histoire de chemin tout tracé. Tous les réseaux Instagram, c'est du conditionnement. Ouais. C'est on te dit qu'est-ce qu'il faut pour être heureux.
Je veux dire, quel vêtement il faut pour être belle. Ouais. Parce qu'au final, il est où ton libre arbitre et te dire, alors, et moi, qu'est-ce que j'ai envie? En fait, moi, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie, quoi? C'est vrai que ça bloque le libre arbitre, en fait. Mais ça nous donne une impression de libre arbitre. Totalement. Bah, ça crée des frustrations, ça crée de la culpabilité, ça crée beaucoup de choses pas très positives, en fait. Ouais. Tu vois, c'est... Alors... Qui nous a dit que pour être heureux, il faut un appartement de 100 mètres carrés, une belle caisse, partir 3 fois par an en vacances? Qui nous a dit ça? Ouais. D'être marié, d'avoir 3 gamins Ouais. Tu vois, c'est... Je trouve que très tôt, en plus, on se rend compte que la vie, bah, c'est pas comme ça. En tout cas, c'est ta vie. C'est ça. C'est ta vie et ok, t'as des gens autour de toi qui vont peut-être dire des choses, mais c'est ta vie. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ouais. Qu'est-ce qui va faire que tu vas kiffer ta vie? Ouais. Et pas que tu te calques sur celles qu'on te vend, en fait. Parce que Bah, celles qui font plaisir à tout le monde. C'est ça. À tes parents, à tes amis. Alors maintenant, c'est extrêmement dur d'aller à l'encontre Ouais. de tout ça, du regard des autres, du regard des parents, c'est archi dur. Ouais. De la voie qui est tracée pour toi, en fait. Mais bien évidemment. Selon le milieu dans lequel t'as grandi, les études, les métiers que t'as fait, t'as l'impression qu'on attend quelque chose de toi, en fait. On en revient toujours au chemin tout tracé. C'est totalement ça. Et alors que l'amour véritable, c'est de ne rien attendre de quelqu'un. Ouais. C'est de dire, alors, cette personne, elle est comme ça, ses qualités, c'est comme ça, et moi, je vais l'aider, je vais lui donner de l'amour pour que ces qualités-là, on les mette en avant. Et pas, moi, je suis médecin, j'aimerais bien que mon fils soit médecin. Ouais. Oui, la société fonctionne comme ça, et très bien, mais, calmons-nous quand même, quoi. Ouais. C'est peut-être ça que je veux dire, tu vois. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses qui vont nous arriver qu'on soupçonne pas, en fait. Totalement. Il y a des éléments qui vont arriver, des événements qui vont nous arriver. Qui vont te faire changer ton parcours. C'est ça. Et qui vont te faire prendre les petits chemins de côté, quoi. Et bah, la seconde main, pour moi, c'est prendre un petit chemin de côté. Et dans ton parcours, en fait, j'ai l'impression que tu l'as toujours eu, ce petit chemin de côté. Oui. Il était toujours là. Et un jour, tu l'as regardé et tu t'es dit, en fait, c'est peut-être... le grand chemin, c'est peut-être celui-là, quoi. Et pourquoi pour toi, la seconde main est un chemin de côté? Bah moi, je trouve que c'est un chemin de côté parce que personnellement, je me vois pas m'habiller avec un truc qui détruit la planète, quoi. Enfin, tout simplement, c'est pas dans mes valeurs et je veux que être responsable de chacun de mes achats et de tout ce que je fais, quoi. Je trouve qu'il y a une certaine liberté dans la responsabilité qu'on prend de ses actions, quoi. Et ça passe même dans la responsabilité d'acheter ses vêtements, Bien la sûr. responsabilité de choisir comment on s'habille, quoi. Soit c'est pas commun encore aujourd'hui, c'est dommage, faudrait que ce soit commun. Tu trouves que c'est pas commun? Moi, je trouve que c'est de plus en plus commun. Ouais, moi je trouve que c'est... Voilà. Non, en fait, je me permettais de te dire pourquoi chemin de côté, parce que c'est votre génération qui fera que ce n'est plus un chemin de côté. Ouais. C'est pas la mienne. Bah, t'y arrives quand même, Non, parce mais- que toi, non, tu mais- t'arrives à changer la tienne, Non, mais là. bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que je le vois dans cette génération, votre génération, c'est vous qui allez faire que cette seconde main va devenir plus importante que la production de neuf. Ouais. Que cette manière de consommer va devenir une manière de consommer normale. Ouais. Donc c'est pas un petit chemin ou un chemin de côté. Ça veut dire que si votre génération décide qu'il faut que ça soit cette manière de consommer, Ouais. bah ça deviendra un sujet, normal. Ouais. Ce terme chemin de côté, il est pas bon. Non, il est pas bon parce que ça voudrait dire c'est pas le chemin qui est tracé pour moi, mais alors que non. Ça devrait être le chemin qui est tracé pour tout le monde, quoi, parce qu'on va vers ça et on va inévitablement vers ça, quoi. C'est ça. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de réticence. Je le vois moi dans Tes copines ou Ouais. tout ça. Il y a quand même une certaine réticence à tout ce milieu-là. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mouvement aussi de mecs, de filles qui ont compris, en fait, qui ont eu cette conscience écologique de se dire, en fait, faut changer maintenant, quoi. Il y a plus d'après, c'est maintenant que ça se passe. C'est ça. Et ouais, donc c'est le futur Bah, grand c'est chemin, quoi. En fait, c'est ça. C'est la première année où toutes mes clientes ont fait des cadeaux seconde main Ah ouais? pour Noël. Il y a eu un vrai changement. Ouais. Et en fait, elles le revendiquent. C'est-à-dire qu'elles vont dire...
parce que ma clientèle est plutôt entre 40 et 55 ans, 60, et elles vont revendiquer à Noël, regardez comme je suis écolo, je vous offre des cadeaux seconde main. Alors qu'avant, ça voulait dire, c'était un peu malvenu, j'ai pas trop d'argent, donc je t'ai offert un second. Aujourd'hui, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une fierté, en fait, derrière le fait. C'est totalement ça. Alors, bien évidemment qu'il faut produire pour qu'à un moment donné, on ait des pièces de seconde main, mais je veux dire, on peut vraiment réguler cette production. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, merci beaucoup, Karine. Ça rien. fait 1 heure qu'on papote. C'était génial. Premier exercice pour moi, mais en fait, j'ai adoré. Je trouve ça sympa. C'est comme si on était à un dîner, en fait. C'est ça, c'est une discussion entre copines. Et parfois, c'est parce que je trouve que c'est dans les discussions les plus banales, en fait, que on refait le monde, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et que parfois, c'est important, et sur ces sujets-là, c'est important qu'on nous écoute refaire le monde, quoi. Oui, ouais. C'est ça. Donc, on espère que vous avez apprécié nous écouter refaire le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Chloé de Martha pour le podcast Deuxième Main. Et merci. Oui, merci Karine.